Mon ami, mais il me faut bien payer ma mère. Mon ami, mais il me faut bien payer ma mère. Bakwani bon maman, Bapignon bon maman, il y a ces minutes, il y a belle maman. Mon ami, il me faut bien payer ma mère. Mon ami, mais il me faut bien payer ma mère. Bapignon bon maman, Bapignon bon maman, il y a ces minutes, il y a belle maman. Bogalisa mon bello, sabati bonya bien peri mame. E bogalisa mon bello, sabati bonya bien peri mame. Ya soli ya bari mame, ya soli ya wangi mame. Pinya bagi mon ami mama. E bogalisa mon bello, sabati bonya bien peri mame. Bogalisa mon bello, sabati bonya bien peri mame. Ya soli ya bari mame, ya soli ya bari mame. Pinya dengue mon ami mama. Nebo wani nyambia pega, abega na mori mamosi. Nebo wani nyambia pega, abega na mori mamosi. Nyedengi monyomi mama, minyarundi monyomi mama, minyase minyabia miu mamo. Minyarundi monyomi mama, mama minyauza kipyu mamo. Minyarundi monyomi mama, mama minyauza kipyu mama. Mama minyauza bonedine mama, mama minyauza kabekipo mama, mama minyauza bonedine mama. Minyabagi monyomi mama, mama minyauza kipyu mama, mama minyauza bonedino mama, mama minyauza kabekipo mama, mama minyauza kabekipe mama. Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous avez passé une excellente journée et que vous passerez aussi une excellente nuit dans ces pays stressants qu'est devenu le Gabon. Ils ont bu du sang, vendu des clitoris et donné leur derrière pour être heureux. De telles personnes ne méritent pas d'être enviées. Je fais cette vidéo parce que j'ai constaté ces penchants à la jalousie, à l'envie de certains Gabonais. Vous êtes nombreux à envier des gens, vous ne savez pas quel est le prix du semblant de bonheur qu'ils ont. Je parle aujourd'hui principalement de ceux qui sont dans la sphère décisionnelle de l'État, de ceux qui les servent. Vous le savez, j'ai travaillé longtemps au Gabon. Pendant plus de 20 ans, je n'ai été que dans les investigations et j'ai découvert des choses terribles. Je suis étonné de voir des jeunes Gabonais qui souvent
envie ces personnes-là, pensant qu'elles sont heureuses. Ce n'est même pas ça le bonheur. Ce n'est pas ça la réussite. On peut avoir fait l'école et ne pas être heureux. On peut avoir beaucoup d'argent et ne pas être heureux. Les gens qui gouvernent le Gabon, vous le savez tous, ce sont des partisans des ténèbres. Ils ont des pactes diaboliques qu'ils ont signés. Tous ceux qui sont à partir du stade de conseillers, on est plus simple au Gabon. Quand on est conseiller déjà, dans un département ministériel, on est très lié du patron, soit le ministre ou le DG, commencez à vous poser des questions. J'étais en 2011 à Paris. J'étais en stage sur les techniques d'investigation journalistique et tout. Et j'ai fait la connaissance d'un enseignant qui m'a amené à midi manger chez lui. C'est rare chez les Blancs. Et il m'a dit, on mange d'abord, Jonas, parce que si on suit ces films pour lesquels je t'ai amené ici, tu ne devrais plus manger. Il faut que tu manges. J'étais déjà stressé. Et à la fin du repas, on s'est retiré au petit salon et il avait un DVD qu'il a mis sur le Gabon qui parlait de l'intronisation dans les sociétés secrètes des membres du clan Bongo. Et dans cette intronisation, il y avait une séquence où les gens buvaient du sang dans de calebasses, une petite calebasse. C'était du sang que les gens buvaient. Il m'a dit, c'est ça la politique chez vous en Afrique? Il m'a dit, c'est ça la politique chez vous en Afrique? Et il m'a même dit une phrase, il m'a dit, même si on amenait nos grands politologues français au Gabon pour comprendre la politique du Gabon, ils vont se perdre. Et quand je suis rentré au Gabon, je parlais de ça à mes collègues. Il y a un qui avait dit, mais on le savait déjà. Parce que c'est des choses dont on entendait seulement parler. Mais au cours de mes investigations sur le terrain, quand on trouvait des corps vidés de leur sang, comme le corps de ces deux petits, le petit Eric et Ibrahim qu'on avait découvert à la plage en 2001, vidés complètement de leur sang. Donc après, ceux qui s'adonnent à ces pratiques ont de grosses voitures, ont de belles maisons, mais au prix de quoi? Au prix du sang. Il y a des jeunes filles aujourd'hui qui ont du mal à trouver un mari parce qu'elles ont eu à vendre leur clitoris. Il n'y a plus rien. C'était 150 millions, entre 80 et 150 millions. Et vous allez voir ces jeunes filles, vous allez les envier, mais elles ne sont pas heureuses. Parce qu'elles n'éprouvent même plus du plaisir sexuel pendant les rapports sexuels. Vous avez des jeunes, des garçons, des beaux garçons, mais qui sont entrés dans ces sociétés secrètes et qui ont donné leur derrière. Ailleurs, on choisit cette orientation par plaisir. Mais chez nous, ça obéit à des considérations mystico-spirituelles. Mais vous allez envier ces gens. Et ils vont vous amener là-dedans. Mais vous oubliez que c'est un pacte diabolique que vous signez déjà. Vous les voyez avec de belles voitures, vous allez commencer à les envier. Et après, ils vont vous donner le tuyau, comme on dit. Et vous allez entrer là-dedans. Vous allez entrer dans leur secte diabolique. Mais vous ne serez plus des personnes libres. Vous ne serez pas heureux. On peut avoir de belles voitures. On peut avoir de belles maisons et ne pas être heureux. Ça ne veut pas dire que c'est un signe de réussite. La réussite obéit à un cheminement. Il faut avoir réussi à la sueur de ton front. Ça, c'est ce qu'on appelle la réussite. Il faut avoir obtenu ça à la sueur de ton front. C'est-à-dire que suivre toutes les étapes normales.
Et à partir de ce moment, tu peux dire que tu as réussi. Mais lorsque tu as une voiture, parce que tu as donné ton derrière, lorsque tu as une voiture, parce que tu as bu du sang avec eux, lorsque tu as une voiture, parce que tu as vendu le clitoris, mais tu n'as pas réussi, tu n'es pas heureux, c'est un semblant. Je vous assure que je ne regrette pas les expériences que j'ai passées au Gabon. Ça a été beaucoup enrichissant et je vais sortir beaucoup de livres là-dessus. Parce que j'ai vu des choses qui, au-delà des mots, pour les exprimer, restent inimaginables. C'est pourquoi vous voyez me combattre. Leur objectif, vous avez vu la fois dernière quand je vous ai diffusé le son de Kourakou, de Michael Moussa, ils cherchent à récupérer toutes les données, à m'éliminer et à récupérer toutes les données. Oh là, ils ont tort. Ils ne pourront même pas les récupérer. Il y a des choses terribles qui se passent. C'est pourquoi vous voyez ces gens, ils ne parlent pas. Les gens sont à l'intérieur, ils sortent. Quand ils sortent, ils ne peuvent même plus parler. Ils sont tenus par, justement, des secrets mystico-spirituels. Et quand tu parles, tu meurs même parfois. Vous allez retrouver que tel est mort, a fait un arrêt cardiaque. La personne n'était pas malade. Mais ce sont ces sectes-là. Donc, je vous dis une chose. N'enviez pas ces gens. Ces gens ne sont pas heureux. Vous pensez qu'ils sont heureux? Ils ne le sont pas. Moi, je connais beaucoup. Même les femmes de ces grands types-là, elles ne sont pas heureuses. Parce qu'elles ont des maris décoratifs. Des maris qui ont des codes mystico-spirituels qui les éloignent de leurs femmes. Et je vois des jeunes filles, je rêve d'être la femme du ministre tel. Mais vous savez, le ministre tel, comment il a fait pour être là? Vous savez qui l'a donné dans la famille? Vous savez qu'aujourd'hui, il faut même circuler dans les établissements, des listes. Dans les lycées, ils font passer des listes où les enfants, les lycéens doivent remplir ces listes-là. Mettre le nombre de frères que tu as. C'est pour les intégrer ensuite dans les loges maçonniques. Et quand tu entres dans ces loges-là, ils vont te dire, bon, tu as 5 sœurs. Tu deviens le contributeur de ces loges-là. Les loges maçonniques perverties au Gabon. Pas les loges de France et autres, mais ceux qui ont été pervertis, celles qui ont été perverties au Gabon. Donc, quand tu entres là, on te demande de remplir la fiche. Tu mets le nom de ton père, de ta mère, le nom de tes soeurs, ceux qui sont en vie. Et après, tu donnes. Mais quand tu donnes ça, mais ils savent que si aujourd'hui c'est moi qui ai contribué, j'ai donné ma fille, demain ça va être toi. Et ils savent, et ils éliminent chaque fois que toi, quand tu as contribué, on sait que tu avais 5 frères, tu as tué un, donc on élimine, il reste 4. Ils font la ronde. Et quand tout le monde a déjà, ils reviennent encore sur toi. Et c'est pourquoi vous voyez des familles qui sont dépeuplées, des familles entières sont dépeuplées. Beaucoup de familles sont dépeuplées aujourd'hui. Parce qu'il y a un qui est entré et qui finit tous les autres. Et puis à quoi sert? À quoi bon sert de tuer tout le monde dans la famille, de tuer tous les enfants, et tu n'as personne qui va hériter de tes biens? C'est la question que je me pose souvent. Donc, moi, ce que je vous dis, n'enviez pas ces gens. Parfois, les gens que vous croyez heureux ne le sont pas. Les gens que vous voyez qu'ils ont réussi là, ils n'ont pas réussi. La réussite, ça vient au prix des efforts consentis en suivant un cheminement plus ou moins long. C'est ça la réussite. C'est pas en allant, je vous dis, dans le cercle des Bongo, Ali Bongo, ces gens boivent du sang. Panthère Noire boit du sang. La loge maçonnique, le Mexa à Kombessi, ils boivent du sang. Ils boivent du sang. Je sais de quoi je parle. Donc, à partir de ce niveau-là, il faut commencer à réfléchir. Après, on se pose la question, est-ce qu'il est mieux d'être riche aussi facilement et mourir jeune? Parce que c'est ça là, au Gabon, être riche et mourir jeune. Vivre bien et mourir jeune. Mais à quoi ça sert? La vie est belle. Il faut en profiter pleinement. Mais il ne faut pas griller les étapes. Il y a des gens qui ne sont pas patients. Ils veulent coûte que coûte parce que tu as vu ton compagnon d'études, celui qui était avec toi en classe de 5e ou en classe de terminale, en maintenant une VX. Et toi, tu veux aussi avoir une VX. Mais tu ne sais pas ce que l'autre a fait.
Tu vas commencer à le fréquenter, mais celui qui va t'amener à la loge, parce que tous ceux qui amènent, qui font dans le parrainage, ils ont un plus là-bas. C'est comme ça que ça se passe. Donc, ces gens ne sont pas enviés. Déjà, dans la vie de tous les jours, faut pas envier les autres. Quand tu envies l'autre, c'est déjà la jalousie. Et la jalousie, c'est déjà un nœud qui t'éloigne du bonheur. Mais vous avez ces gens, ils sont là. Vous voyez comment le pays va mal. Mais eux, ils sont complices. Ils sont là, ils ne disent rien, mais ils ne peuvent rien dire. Même vous donner des informations là, ils ne peuvent pas. Les rares qui donnent des informations là, ce sont ceux qui qui ne sont pas trempés là-dedans. Mais tous, presque. Je vais vous faire une confidence. Je vais vous faire une confidence. Une dame, jeune ministre à l'époque, parce que on vit 24 heures renouvelables, on ne sait jamais. Et je vais vous faire une confidence. Mes proches reconnaîtront cette femme-là. Une dame ministre appréciait mes interventions dans le journal L'Union. Elle ne m'avait jamais vu. Elle ne m'avait jamais vu. Elle voyait seulement la plume Jonas Moulenda. Et puis un jour, elle appelle, dit, mais moi je vais en mission chez moi, j'aimerais que ce soit tel journaliste, il écrit bien, et j'aime bien sa rubrique qu'il met souvent là, les coulisses. C'est-à-dire que quand j'allais en mission, je rapportais les faits principaux, et à côté, s'il y a par exemple quelqu'un qui est tombé, ou on a sorti des choses drôles, je mettais ça, j'appelais ça les coulisses. Et la dame ministre là, appelle l'Union, le patron de l'Union. À l'époque, c'était Vincent Mavungu Bouyou. Dit, moi, je veux que ce soit Jonas Moulenda qui m'accompagne. Et M. Vincent Mavungu Bouyou m'appelle à son bureau. Il me dit, bon, écoute, tu dois prendre l'avion demain, tu voyages avec la ministre telle. J'ai dit, mais pourquoi moi? Il dit, non, c'est elle qui a demandé que ce soit vous. J'ai dit, ok. Je suis allé dormir chez moi. Le lendemain, je ne voulais pas partir. J'ai échappé à ce voyage juste pour 1 heure de temps. La dame est partie, elle ne m'a pas vu à l'aéroport. Elle a piqué une colère vive. Et après, elle est allée voir le président Bongo pour dire que j'ai appelé tel journaliste, il refuse de couvrir mes activités, c'est un opposant. Le président Bongo a tapé du poing sur la table pour dire à Vincent Mavungu, tu m'envoies ton journaliste, s'il fait l'opposition dans mon journal, je le vire. Je suis parti en catastrophe. Et la dame, quand je suis arrivé, la dame m'a dit, tu as vu, je voulais te démontrer que je suis plus forte que toi. Tu voulais faire la tête parce que tu es opposant. Mais moi, je vais te discipliner. D'abord, tu ne dormiras pas avec les autres journalistes à l'hôtel. Tu dors chez moi ici. Parce que je dois te surveiller de près. J'ai dit, ok, mais vous faites comme vous voulez. Mais sauf que ma famille sait que je suis ici. Et puis le soir, on a mangé. Bon, moi, je n'avais pas trop appétit. On a mangé et le lendemain, on a fait la cérémonie. Et je suis reparti. J'ai fait la couverture comme il se devait. Elle a apprécié, elle a dit. Elle m'a appelé le lendemain pour dire, mais tu vois, j'avais raison de te choisir toi parce que ta plume est intéressante, tu rapportes tout et tu nous fais vivre. Vraiment, elle fait même comme si on était là, même quand on n'était pas. Et elle a pris goût. Et elle était célibataire, hein? C'était peut-être les femmes d'Omar Bongo, parce qu'Omar Bongo renversait toutes les dames ministres. Donc, premier mois, deuxième mois, troisième mois, et puis, ça devient vraiment la familiarité entre elle et moi. Et un soir, il y a même un collègue de Gabon Télévision qui va se reconnaître, qui me dit, mais comment la femme là, quand on vient, toi tu dors dans sa maison, et nous, elle nous reçoit à l'hôtel. Pourquoi ce traitement particulier? J'ai dit, je ne sais pas. Elle m'a dit, est-ce qu'elle n'est pas amoureuse de toi? J'ai dit, je ne pense pas. Et puis un soir, elle vient me déclarer sa flamme. Et elle me dit, bon, je te laisse ma chambre, peut-être que tu as peur. Il y avait une chambre à la porte extérieure, c'était sa chambre qui était bien. Elle avait une chambre aussi à l'intérieur. De toute façon, c'était sa maison, elle avait au moins 7 chambres. Et cette dame-là, moi j'étais en train de l'étudier. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce que je veux rentrer, aller me laver, parce que la douche
extérieure, là, il y avait un problème d'eau. Il fallait aller se laver à la douche intérieure, de la chambre intérieure, qui était sa chambre. Il était pratiquement 22 heures. Je rentre dans la chambre et je découvre, je vois au niveau de... Il y avait une petite tablette et qui était recouverte d'un drap blanc. Une petite tablette qui était recouverte d'un drap blanc. Ça m'a tout de suite intrigué. Vous savez, quand on est initié, il y a quelque chose qui saute à l'œil. Je suis entré et, curieux, j'ai soulevé légèrement. J'ai trouvé un bébé formolisé dans une petite pirogue en bois. J'ai trouvé un bébé formolisé dans cette pirogue en bois. J'ai tout de suite fermé, je suis ressorti. Et à un moment donné, il m'a trouvé au balcon, il me dit, c'est comment? Je ne te sens pas. Je suis sûr qu'elle a senti que j'avais touché à quelque chose. J'ai dit, j'ai envie d'aller retrouver mes collègues à l'hôtel. Parce que j'ai envie de bavarder. Mais pourquoi? Ben, tu restes avec moi, bavardons, racontons. Ne te gêne pas parce que je suis ministre. Là, c'est moi. Et puis, je lui ai dit, mais dis-moi, c'est quoi le bébé formolisé là qui est dans... Elle a sursauté. Il dit, comment ça? J'ai dit, mais il y a un truc là, moi je suis initié. Après, elle me dit, non, ce sont nos trucs, l'initiation, tu vois. Je vous assure, depuis ce jour-là, cette dame est devenue hyper gentille avec moi. À chaque fois que j'avais quelqu'un qui avait un problème, quand je l'appelle, je dis, écoute, je t'envoie quelqu'un qui a un souci, même si c'était pour travailler quelque part, elle recevait cette dame-là. Et après, même en partant, elle donnait beaucoup d'argent. Parce qu'elle avait peur que je dise la vérité. Mais je n'ai jamais donné son nom à qui que ce soit pour ne pas l'humilier. Il y a 3 mois de cela, je l'ai appelé pour avoir de ses nouvelles. Parce qu'elle n'est plus au gouvernement d'Ali Bongo. Et j'ai compris qu'elle avait pactisé avec le diable. Parce qu'aucune initiation de nos rites là n'a recours à cette pratique d'utiliser un bébé formolisé. C'était le bébé de qui? Point d'interrogation. C'était le bébé de qui? Donc il y a des choses que moi j'ai traversées, j'ai connues dans le Gabon profond. Et vous voyez, la personne a de belles maisons, de belles voitures, c'est une belle femme aussi, tout ça. Elle était très jeune à l'époque. Mais, est-ce qu'elle était heureuse? Non. Moi, elle m'a dit un jour. Elle habite, à Libreville, elle habitait là dans les plus grands quartiers. Les plus beaux quartiers du Gabon, de Libreville. Mais elle n'était jamais heureuse. Et surtout pas même maintenant. Mais vous qui la rencontrez, quand vous la rencontrez, vous allez penser que c'est une femme heureuse. Mais elle n'est pas heureuse et pourtant c'est une femme aboutie intellectuellement. Elle a du répondant, une très belle femme. Même un collègue de Gabon Télévision, qui doit se reconnaître, disait, mais comment tu fais pour faire la misère à cette femme-là? Tu ne veux pas... Mais donne-lui ce qu'elle veut. J'ai dit, ce que j'ai découvert chez elle, là, ça prouve que cette dame-là n'est pas... Qu'on ne peut pas, parce qu'elle a des ondes négatives. J'ai dit, on ne peut pas être des personnes... Non seulement je savais que Omar Bongo sortait avec ses ministres, mais quand j'ai découvert ça, c'est dommage. Je me suis dit, mais une belle femme comme ça, est-ce qu'on avait besoin de ça? Non. Donc, vous voyez, les gens ne sont pas heureux, comme vous le pensez. Ils ne sont pas heureux. Il y a des gens qui se baladent, ils ont des serpents là. Mais comment vous allez envier des gens comme ça? Vous dites, bon, moi j'ai trop souffert. Mais non. Moi, je suis en exil. Je suis en exil. J'ai été habitué à une vie bien. Au Gabon, j'avais tout ce qu'il fallait. Mais je me trouve aujourd'hui en exil. J'ai perdu tous ces privilèges. Mais je n'envierai jamais quelqu'un. Parce que je ne sais pas comment la personne a fait pour avoir ce qu'il a. Et puis je ne saurais jamais si la personne est au fond de lui heureux. On ne peut pas se mentir. On peut mentir aux autres, mais on ne peut pas se mentir. Quand on est malheureux, on est malheureux. Moi, je vous le dis souvent, je suis l'un des rares activistes à s'ouvrir, à vous parler en disant que depuis que j'ai commencé par mon exil, je ne suis pas un homme heureux. Parce qu'on est heureux quand on a sa famille autour de soi, on a sa femme, on a ses enfants, on a les personnes qu'on aime, on les voit quand on veut. Là, on est un homme heureux. Mais quand on n'a pas ces personnes-là, on ne peut pas être heureux.
Ça fait 6 ans aujourd'hui que je n'ai pas vu mes enfants. Vous savez tout ce que j'ai subi. Donc, je ne suis pas un homme heureux, mais je n'envierai jamais quelqu'un d'autre en disant, bon, parce que l'autre a une belle voiture. Non. Donc, quand je vois parfois la haine que les gens déferlent sur les autres, là, mais non. Le Gabon, je vous assure que le Gabon, c'est une terre de Satan. Quand je vois des jeunes qui défendent ces régimes-là, je rigole. Je dis, mais vous ne connaissez pas ces régimes. Vous savez, le fait de ne pas être envieux, de ne pas être jaloux, ça m'a préservé de beaucoup de choses. Parce que si j'étais envieux, j'aurais intégré la loge maçonnique. Déjà, quand j'arrivais à l'Union, c'était une boîte où il y avait beaucoup de francs-maçons. Il fallait intégrer la loge. Moi, j'ai refusé. J'ai trimé, mais j'ai compté sur mon travail. J'ai bossé dur, jusqu'à gravir les échelons. Donc ça m'a beaucoup préservé. Parce que si, je vous dis une chose, hein, ça j'ai vécu ça à l'Union. L'Union, ça a été une grande école pour moi. Vous savez, la grande école, aller à l'école de journalisme, c'est autre chose. Mais pratiquer sur le terrain, c'est autre chose. Mais pratiquer en Afrique subsaharienne, c'est encore une autre paire de manches. J'arrive à l'Union, je suis au lycée quand je commence. J'ai 15 ans. Je me retrouve pigiste d'abord, et puis pigiste permanent, après journaliste stagiaire, après journaliste, et puis chef de département. Donc j'ai évolué, mais la différence c'est qu'il y avait quelqu'un qu'on avait pris après moi qui n'avait pas mon profil, mais qui avait intégré la loge maçonnique et qui était de toutes les missions juteuses. Les missions où on rapportait de l'argent, les missions où on pouvait avoir 500 000 francs par jour. C'est lui qu'on envoyait. Moi, on m'envoyait pour aller enquêter sur les crimes, les faits divers, les assassinats. On savait que là-bas, il n'y avait rien à gagner. D'abord, on avait surnommé mon service de Maccabée. Et puis, quand j'arrive, il y avait une jeune stagiaire qui venait d'arriver, qui aimait beaucoup mes rubriques, parce qu'il y avait une rubrique lettre A que j'écrivais à l'Union à l'époque et tout. Et cette jeune fille-là avait étudié ça au lycée. Et puis, elle voulait voir un peu le journaliste qui écrivait ça. Mais quand elle arrive, on lui dit non, il n'est pas là, il est souvent en mission. Il n'est jamais là. Vraiment, il est toujours parti. Et puis je viens de la mission, je veux repartir le lendemain. Je vais au service de la dame pour prendre des piles crayons. Mais il fallait signer, mettre le nom à côté. Elle ne savait pas que c'était moi. Et quand j'arrive, elle dit mettez votre nom. Donc je mets mon nom, Jonas Moulenda. Elle me regarde. Elle dit c'est vous Jonas Moulenda? J'ai dit oui. Oh, comment ça? Vous êtes si jeune? J'ai dit oui. On pensait que c'est quelqu'un d'âgé. Quand on voyait le proverbe, j'ai étudié votre texte tel en terminale. Mais vous êtes super. Mais je vous apprécie. Mais dites-moi, il y a quand même quelque chose qui m'intrigue ici. Comment expliquer que ces journalistes-là aient payé à 800 000, vous retrouvez à 500, moins de 500 000? Pourquoi? Expliquez-moi. Je dis, je ne sais pas. C'est vous qui me l'apprenez. Et je n'ai rien dit. C'est un jour, le patron m'appelle pour dire, bon, tu te bats beaucoup. Tu travailles beaucoup. On t'a testé sur tous les terrains. Voilà désormais, il faut absolument que ton statut change. Mon statut a changé. Et je suis allé voir le gars. Je dis, mais toi, tu es plus payé que moi. C'est bizarre, tu viens d'arriver. On n'a pas la même ancienneté. Comment ça s'est passé? Moi, je ne sais pas. Et puis, c'est un autre chef qui me dit, mais toi, tu ne comprends pas. Voilà ça. J'ai compris, waouh. Donc, il fallait être dans la loge pour avoir le salaire double ou triple. Ça s'est passé là-bas. Ça s'est passé là-bas. Parce que c'était la boîte de Pongo. Et il fallait être dans les loges maçonniques pour être fidèle au président, pour lui devoir loyalisme. Mais ce n'est pas lui qui recrutait, c'était un certain nombre d'individus qui faisaient ça pour lui. Donc, ce sont des choses que moi j'ai connues. Mais je n'ai pas été envieux. Et après beaucoup d'expérience, j'ai compris aussi une chose. C'est que parfois, il fallait avoir le minimum. Ne cherchez pas à être riche. Quand vous êtes trop riche, vous ne vivez pas bien. Vous ne vivez pas bien. Et tout à l'heure, on appellera Mumbina à la fin, qui viendra vous démontrer qu'on n'est pas heureux quand on a aussi, que les riches ne sont pas heureux. Parce que Mumbina a fait une expérience. Donc, quand vous avez le minimum,
vous vivez bien. Regardez-nous, on n'a pas travaillé. On n'a pas travaillé avec le gouvernement du Gabon. Je n'ai pas été là-dedans. Mais je suis à l'aise, même s'il me manque, pourvu que j'ai à manger, à boire, c'est l'essentiel. Mais je ne cherche pas à avoir l'argent à foison, aller à Paris, à la Tour Eiffel, balancer les billets de banque. Mais non, aller dormir à Georges V, où je dois payer une chambre d'hôtel de 5 millions par la nuit. Non, je ne cherche pas ça. Je me contente. Nous nous sommes nés dans des villages où les maisons étaient recouvertes de paille. Et les murs là, c'était en terre battue. Les parents essayaient de faire un peu de crépissage pour donner un semblant de béton, mais ce n'était pas ça. On a grandi dans cet environnement-là. Et on nous a inculqué des valeurs, qu'on devait être des hommes qui devaient travailler dur pour nourrir la famille, pour nourrir ses enfants, pas pour céder à la facilité. Et ça nous a beaucoup aidé. Il y a des gars de ma génération qui ont le même profil que moi, qui ont suivi le même cheminement que moi, qui ont grandi dans le même décorum que moi. Mais il faut avoir la richesse que tu as eue avec tes efforts personnels. Là, tu peux être un homme heureux. Quand tu as commencé par vendre les chewing-gums, la cigarette, après tu as une boutique, après tu as évolué, tu as acheté une bicyclette, tu as acheté un véhicule, et après tu as acheté des camions, tu as recruté des gens, tu as créé une entreprise viable. Là, tu es un homme heureux. Parce que tu regardes le fruit de tes efforts avec admiration en disant oui, mais je reviens de loin. Tu mesures le long chemin que tu as parcouru. Mais là, tu es fier. Mais tout ça, c'est une construction. Le bonheur, c'est une construction. Ça, c'est construit. Et les matériaux de cet édifice-là, c'est quoi? Mais ce sont les conseils, l'expérimentation aussi. Mais ça, il faut avoir un esprit spirituel, il faut accepter de comprendre au milieu de nous. Or, au Gabon, aujourd'hui, on n'a plus cet esprit. On n'a plus cet esprit. On envie les autres. Parce que l'autre a une voiture, oh non, tout de suite on tire des conclusions. Évidemment, on est dans un pays. Je vous ai parlé de l'expérience à Lambaréné. J'étais allé à Lambaréné à Isaac acheter du poisson au niveau du débarcadère d'Isaac. Je venais d'acheter ma Nissan de Patrol, elle était encore bien et tout. Et puis, il y a un gars qui se met à m'insulter en Pounou. Je ne savais pas que pour nous d'ici, c'est pareil, on écoute. Il dit, c'est tout ce monde-là qui tue les gens dans les crimes rituels. Un jeune comme ça, il va dire qu'il a eu l'argent là-haut. Ah ben moi, je l'ai recadré tout de suite. Je l'ai recadré tout de suite. J'ai dit, écoute, je suis celui qui lutte contre les crimes rituels. Ok? Mon nom, c'est tel. Et puis, celui qui était à côté, il a dit, oh oui, j'ai l'habitude de lire aux articles. Je dis, mais c'est quoi cette histoire-là? Donc, vous voyez, il y a une confusion générale. Il y a une confusion générale. Tout le monde, on pense que parce que tu as une voiture, c'est que tu es avec eux. Ou c'est le régime qui t'a corrompu. Mais on ne peut pas. Il faut savoir faire la différence. Mais la première chose, il ne faut pas envier les gens que vous croyez heureux. Ils ne le sont pas. Parce que ce n'est pas le fruit de leurs efforts personnels. Avec des facilités. Vous avez quelqu'un qui est ministre, il a une maîtresse, et tout de suite, il donne un véhicule commandé dans le budget de l'État, donne un véhicule à la fille, il n'a pas travaillé, mais en retour, la fille est génératrice d'énergie. C'est elle qui lui donne de l'énergie pour briller. Donc, on va penser que cette fille-là, elle est heureuse, mais elle se ruine elle-même. Parce que ces gens-là, quand ils vous donnent de l'argent, mais en retour, cet argent-là, vous devez donner quelque chose, c'est l'énergie. En fait, ces hommes-là vous donnent beaucoup d'argent, beaucoup de matériel, mais c'est pour payer ce qu'ils prennent en vous. C'est pas simple. Ce n'est pas simple. C'est pourquoi quand vous êtes petite fille, vous êtes lycéenne, vous êtes étudiante, soyez avec votre étudiant, votre copain ou chômeur qui est en attente d'un boulot. Demain, vous allez construire un avenir commun ensemble. Et là, ça va. Mais pas quelqu'un que vous avez déjà trouvé à l'étage supérieur. Il est déjà ministre. Et vous dites, oh voilà, moi je peux faire. Il y a des filles comme ça, mais elles ont fini mal. Si ce n'est pas le sida, c'est que leur esprit a été anéanti. Regardez, il y a des filles qui étaient brillantes, qui étaient belles à l'école. Aujourd'hui, elles ne valent plus rien.
Aujourd'hui, elles ne valent plus rien. Elles ne brillent plus. Parce qu'on a sucé leur énergie. On a sucé leur énergie. Elles ne sont plus aujourd'hui que des épaves. Elles sont des épaves. C'est pourquoi il faut apprendre à construire le bonheur ensemble. Il faut apprendre à construire le bonheur ensemble. Ne suivez pas ceux qui ont déjà des richesses. Vous savez pas comment ils ont fait pour avoir ça. Dans les maisons, ils ne dorment pas à l'aise. Ils ont des esprits, ils ont des pactes. Il y a des heures, à un moment donné, ils disent, bon, il faut qu'ils se réveillent à telle heure, ils règlent la montre pour aller faire une prière, seul dans une pièce. Il y a des jours où il ne peut pas dormir avec la femme. Même si la femme n'est pas dans certaines périodes, il ne peut pas dormir avec la femme. Il doit faire une semaine où il dort dans une pièce seule, à laquelle la femme n'a pas accès. Mais ce n'est plus une vie, ça. On n'est pas heureux. Ou quand on a une pression, on sait que j'ai fait partie d'une secte, loge maçonnique, où on doit sacrifier, que tous les autres ont fait. La prochaine fois, c'est moi qui dois sacrifier quelqu'un. Je dois voir sur la liste de mes enfants ou de mes soeurs. Mais tu as une forte pression. Parce que si tu ne donnes pas, mais toi-même tu meurs. Donc à partir du moment où on n'est pas heureux, vous pensez que quelqu'un est heureux comme ça, on ne peut pas être heureux quand vous avez une forte pression, vous devez sacrifier quelqu'un. Vous vous souvenez d'une histoire de quelqu'un qui voulait sacrifier sa maman. Donc maman, il se déplace pour aller prendre la maman. Et comme la maman incarne la divinité, la personne n'est pas arrivée au village où vivait sa maman. La personne a fait un accident. C'était horrible, ça s'est passé devant moi. Moi, j'allais chez moi dans mon manger natal. J'ai suivi l'accident là, à Fourplace. J'ai gardé des images. C'était horrible. Parce qu'il fallait sacrifier la maman. Donc, vous comprenez, faites un effort de ne pas envier les gens. Construisez vous-même. Construisez vous-même. Ne cherchez pas et évitez la facilité. Évitez le caractère envieux parce que ça entraîne tout de suite la cupidité. Il n'y a pas de frontières. Dites, je dois réussir de ma propre force, de mes propres efforts. Je ne veux pas de cadeaux. Moi, la vie ne m'a jamais fait de cadeaux. Vous voyez, demandez à ceux qui m'ont connu au Gabon, le cheminement dans le journalisme. Personne ne va te dire que celui qui a fait que Molenda devienne comme ça. Jamais. Je suis arrivé dans un environnement hostile. Très hostile même. Mais je me suis imposé. Et quand je suis arrivé au summum de la profession, j'ai dit ouf. Maintenant là, je peux m'asseoir, j'écris mes livres. Parce que j'ai fait le couronnement. Dieu merci, j'ai commencé jeune. Mais je n'ai pas encore, je n'ai pas dit que j'ai réussi. Non. J'ai réussi dans le journalisme, d'accord. Mais dans la vie, je n'ai pas réussi. Parce que même ma maison à Mandi, je n'ai pas terminé. Mais je ne suis pas pressé de dire, bon, il faut que je pactise avec le régime du Gabon, il faut qu'on me donne de l'argent pour construire ma maison au Gabon, pour construire ma maison à Libreville. Mais je ne serai pas à l'aise. Parce qu'un jour ou l'autre, ils vont me poursuivre. Imaginez, je suis en exil. Si le régime me dit, bon, on t'achète une maison en France. Mais c'est un bien mal acquis. C'est un bien mal acquis. Donc, arrêtez cet esprit de jalousie, cet esprit envieux. Ça vous conduit tout droit au tombeau. Je vous promets. Je peux venir un jour vous dire que vous avez eu tel accident. Il y a eu l'enfant de tel qui est mort. C'est un sacrifice. Ça. Je peux vous dire qu'à Libreville, il y a tel carrefour. Ça. Je connais mon pays. J'ai beaucoup travaillé là. Je ne dors même pas assez. Beaucoup sont morts. Souvenez-vous, en 2019, en 99, autant pour moi, en 99, il y a un corps qu'on a retrouvé à Mbolo, en face de Mbolo. Il y a une fille qui a été tuée. Et ils ont éventré. Ils ont mis un billet de 10 000 dans le ventre. Et ils ont écrit, tu cherchais l'argent, tu en as trouvé. Donc, vous voyez un peu. Certainement, cette femme-là avait des appétits pécuniaires boulimiques. Donc, elle allait coûte que coûte. Parce que, qui veut coûte que coûte un enfant, épousera une femme enceinte. Qui veut coûte que coûte un enfant, épousera une femme enceinte. Donc, il ne faut pas envier les gens.
Parce que en faisant comme eux, vous allez vous brûler, vous allez perdre votre vie. Vaut mieux être là, vivre dans le minimum, mais vous êtes en paix avec vous-même. Quand vous vivez avec le minimum, vous êtes en paix. Mais quand il y a trop de biens autour de vous, vous ne dormez même plus à l'aise parce que vous avez même peur qu'à tout moment, les voleurs, les agresseurs débarquent chez vous. Vous avez peur que les agresseurs débarquent chez vous parce qu'au Gabon, où il y a la pauvreté là, il y a des braquages, il y a des hold-up même à domicile. Donc vous n'êtes plus en paix. Et quand vous ne pouvez plus dormir du sommeil du juste la nuit, parce que vous avez peur qu'on vienne ligoter le gardien, qu'on vienne vous tuer, vous n'êtes pas à l'aise. Or, aujourd'hui, la plupart de nos frères, nos sœurs choisissent la facilité. C'est pourquoi ils vont dans le PDG. Ils ne croient pas en Ali Bongo. Ils ne croient pas. Ali Bongo n'est pas un visionnaire, comme ils le prétendent. Ali Bongo ne pourra jamais développer le Gabon. Mais ils le font, ils vont parce qu'ils sont envieux. Ils sont déjà intéressés. Ils sont mercantiles. Ce n'est pas des gens qui pensent à quoi que ce soit, qu'ils doivent développer le Gabon, non. Mais il faut éviter. Parce qu'après, vous finissez comment? Et tout ce que vous aurez amassé là, mais le jour où vous mourrez là, mais quand vous partez, vous n'amenez rien. Regardez nos frères de l'islam. Ils nous démontrent que la vie est rien, que devant la mort, nous sommes tous nus, comme l'avait dit Steve Jobs. On est nus devant la mort, nous sommes tous nus. Regardez les musulmans. Les musulmans enterrent les gens nus, sans cercueil. C'est pourquoi il faut éviter. Ceux-là, ils ont vendu, ils ont bu du sang, ils ont vendu des clitoris, ils ont donné les derrières, donc ils ont signé des pactes. Bon, mais vous n'allez pas le suivre. Si vous le suivez, ok, vous aurez naturellement les biens, c'est bien de l'avoir. Mais après, si on ne doit pas en jouir longtemps, si on doit mourir très tôt, on n'élève pas ses enfants, on ne voit pas les petits-fils, mais ça ne sert à rien. La vie est belle, il faut en profiter. Si on est prisonnier, on est obligé d'élever même dans les maisons, on est obligé de construire des grandes barrières. Regardez par exemple Antoine de Padoum Boumboum Yakou. Il a une superbe maison. Mais vous ne voyez plus la maison là. Il a été obligé d'élever continuellement la barrière. On ne voit même plus la beauté de la maison. On ne voit plus la beauté de la maison. Parce qu'on a peur que les gens viennent nous agresser, que les voleurs montent, ou que les gens viennent nous assassiner parce qu'on a fait du mal. Et ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, absolument à rien. Contentez-vous du minimum. Le minimum là vous garantira la vie paisible. Parce que le jour où vous partez, vous n'emportez rien. L'homme le plus riche en mourant n'emporte que son linceul. C'est un proverbe qui existe. L'homme le plus riche en mourant n'emporte que son linceul. Donc vous ne pouvez pas sacrifier votre vie. Contentez-vous du mieux. N'allez pas rejoindre le pouvoir en place parce que vous voulez obtenir ce que vos congénères ont pu obtenir. Mais c'est au prix de quoi? Au prix de quoi? Au prix parfois de votre vie. Au prix de votre tranquillité. Il vaut mieux être en paix. Il vaut mieux être en paix. Il vaut mieux être dans une cabane misérable où vous riez qu'être dans un palais doré où vous pleurez. Ça, c'est important. Quand vous avez maintenant trop de biens, vous n'êtes plus en paix. Même quand vous allez dans certains quartiers, il y a des gens qui ne peuvent plus se balader seuls aujourd'hui à Libreville. Mais parce qu'ils ont fait du mal. Ils ont tellement fait du mal, ils ne peuvent pas se balader. Ils ont fait du mal en servant le régime. Ils ont tué des gens. Ils ne peuvent plus être en paix. Mais ce n'est pas une vie. On n'est plus à l'aise quand on est comme ça. On ne peut plus se déplacer. On ne peut plus se mouvoir. On ne peut plus aller à un deuil seul. Il faut être accompagné des militaires qui sont là. Même quand on va chez une copine, aller faire des coups fourrés, il faut que les militaires soient là. Mais ce n'est pas une vie, ça. Ce n'est pas une vie. Quand vous êtes continuellement chez vous à la maison, vous êtes obligé de multiplier les gardiens. Donc, tous vos faits et gestes sont scrutés. Parce que vous avez des biens mal acquis à l'intérieur. Vous n'êtes pas quelqu'un d'heureux. Vous n'êtes pas quelqu'un d'heureux. Et donc, contentez-vous du minimum. Moi, en ce qui me concerne, je me contente du minimum. Ne m'enviez pas, par exemple, parce que je ne suis pas heureux. Je n'ai pas ma famille, je suis seul, loin, au bout du monde.
Je ne suis pas un homme heureux. Je serai heureux le jour où le pays va se libérer. Je serai heureux le jour où les femmes ne vont plus subir ce qu'a subi cette dame-là à l'hôpital, où son bras a été complètement bousillé. Je ne peux pas être heureux. Mais je dois me battre avec d'autres compatriotes pour qu'il y ait un pays où les gens doivent retrouver le sourire. C'est ça. Et rien n'est facile. Rien n'est facile. C'est un combat titanesque. Mais les gens nous lâchent parce qu'on n'est pas avec eux. D'accord. Mais je préfère avoir le minimum, avoir la paix d'esprit, que de voir tous les biens du monde et ne pas être en paix. Et devenir plus que parano. Ou même hypochondriaque. Non. Je vais vous raconter une histoire que m'avait raconté mon grand-père. Dans ce village, il y avait un homme. Cet homme faisait partie de la piétaille. C'est quelqu'un qui se battait jour et nuit pour réussir et surtout pour élever décemment sa famille sans avoir recours aux pratiques sataniques. Cet homme avait été élevé dans un décorum qui tienne compte de la dignité humaine. Cet homme s'appelait Mumbina. Mumbina n'était jamais envieux. Il acceptait la vie telle qu'elle se présentait sans espoir de pouvoir la changer un jour. Mais à côté de Mumbina, il y avait des gens riches. Il y avait un notable qui avait fait l'école, qui était à la retraite, qui avait sa pension et qui avait investi. Cet homme était riche au village. Il était le plus envié. Mais Mumbina ne l'enviait jamais. Et il avait dit qu'il était déjà vieux. Il voulait même prendre Mumbina comme gestionnaire de ses biens. Mais il voulait tester d'abord Mumbina. Il a dit, mais il faut que je sache si cet homme-là peut bien gérer mes biens. Je prends une partie de mes fonds que je garde. Je vais lui donner de garder ça. Et je ferai le point au bout de quelques mois pour voir s'il n'a pas dépensé cet argent. C'est comme ça qu'il appelle un soir Mumbina chez lui. Il dit, Mumbina, moi, j'ai décidé de te faire confiance. Tu dois gérer mes biens. Parce que mes enfants ne sont plus là. Et je vois que ces biens-là attisent la convoitise. Je vois des regards concupiscents que mes voisins me jettent souvent. Donc j'aimerais que tu gères bien, mais je veux d'abord voir si tu es digne de confiance. Il dit, bon, prends ce sac d'argent là. Va garder ça chez toi. Mumbina a un peu hésité. Il a dit, non, va, c'est moi qui t'autorise. Mumbina a pris le sac d'argent. Il est parti chez lui. Mais Mumbina, cette nuit-là, c'était compliqué. Il a mis le sac, comme ça, au chevet du lit. Mais il ne dormait pas, parce que l'histoire était presque connue. Il savait que le vieux-là voulait lui faire confiance. Donc, toute la nuit, Mumbina était mal à l'aise. Il n'a pas dormi. Il est obligé d'aller regarder si la porte était bien fermée. Il a même aiguisé sa machette, il a aiguisé sa sagaire. Il n'a pas dormi jusqu'au matin. Il avait peur. Il dit, parce que si cet homme-là, son argent disparaît, il ne croira pas que c'est un braquage. Il va dire que c'est moi, il va m'envoyer en prison. Mumbina était mal à l'aise. À tel point qu'au petit matin, il somnolait. Après, il a dit à sa femme Marundu, il a dit, non, écoute chérie, moi, je ne peux pas. Quand on est bien là, quand on n'a rien, on dort bien. Mais tu as vu comment l'argent dérange les gens. Donc les gens qui sont riches ne sont pas en paix. Mais ce monsieur-là, en réalité, il n'est pas en paix. Il veut troubler notre tranquillité en nous demandant de garder l'argent. C'est une grande responsabilité. Moi, je m'avais lui rendre son argent. Parce que on doit dormir du sommeil du juste.
Et mon Bina est reparti le lendemain avec le sac d'argent. Il a dit à ce vieux-là, il a dit, bon, je veux bien l'offre que tu me fais, mais pardon, je n'ai pas dormi du sommeil du juste. J'avais peur que les voleurs entrent dans la maison pour venir voler l'argent là. Et tu allais penser que c'est moi qui ai simulé un braquage. Vraiment, garde ça, c'est bien pour la confiance. Mais je préfère garder ma tranquillité. Je préfère dormir du sommeil du juste en étant pauvre. Parce que je suis pauvre. Chez moi, il n'y a rien à voler. Aucun voleur ne pourra venir. Mais dès lors qu'il découvre qu'il y a l'argent chez moi, alors ma maison va être l'objet de toutes les convoitises. Et je n'aurai plus la paix parce que je serai obligé de veiller la nuit. Le moment que je vais consacrer au sommeil. Et puis consacrer à ma femme Marundu pour un buffet à volonté. Je vais consacrer ce temps-là pour surveiller ton sac d'argent. Non, c'est bon, vieux. Vraiment, merci pour la confiance. Mbina a décliné l'offre. Il a rendu l'argent. Il est reparti chez lui. Et la nuit qui suivait, il a dormi du sommeil du juste. Parce qu'il ne craignait rien, il n'avait rien chez lui. C'est dire que ceux qui sont riches là ne sont pas en paix. Ils ne dorment pas. Quand il se réveille la nuit même pour aller se soulager, il va vérifier la porte, si la porte est bien fermée, s'il n'y a pas de voleurs qui sont introduits dans la maison. Parce que quand on a ces artifices-là, on n'est plus en paix. Et vous-même, vous savez que si tu as l'épervier comme ennemi, n'attache pas les intestins de la poule autour de la tête avant d'entrer dans la forêt. Si tu as pour ennemi l'épervier, n'attache pas les intestins de la poule autour de la tête avant d'entrer dans la forêt. Merci de m'avoir reçu chez vous ce soir. Et surtout, ne soyez pas envieux de ceux-là qui ont bu du sang, vendu des clitoris et donné leur derrière parce qu'ils ne sont pas en paix. Choisissez la paix comme Mbina l'avait choisi pour vivre heureux. Bonsoir chez vous. Il me faut
bien péri, mamé. Mon ami. Soyez mes folies bien péri, mamé. Papi bien de bon, maman. Papi bien de bon, maman. Et y'a si bien des miens, maman. Bogalisa mon bello, sabati bonia bien pere mame. E bogalisa mon bello, sabati bonia bien pere mame. Ya soli nya bari mame, ya soli nya wangi mame. Penya bagi mo jwami mama. E bogalisa mon bello, sabati bonia bien pere mame. Bogalisa mon bello, sabati bonia bien pere mame. Ya soli nya bari mame, ya soli nya bari mame. Penya dege mo jwami mama. Nebo wadi nyambia pega, abega na mori mamosi. Nebo wadi nyambia pega, abega na mori mamosi. Nyedengi mo nyami mama, penyarundi mo nyami mama, penyasebi nyambia myo mamo. Penyarundi mo nyami mama, bawa beliau zakibyo mamo. Penyarundi mo nyami mama, bawa beliau zakibyo mamo. Bawa beliau zakibyo mamo, bawa beliau zakibyo mamo, bawa beliau zakibyo mamo.